J'ai commencé par l'athlétisme très tard. J'ai découvert l'athlétisme après une carrière de tennisman, on va dire, dans les jeunes catégories. Donc j'ai commencé, j'avais à peu près 16 ans. J'ai grave accroché à ce sport. Et je n'ai pas pu m'entraîner énormément parce que déjà j'avais un entraîneur qui voulait préserver ses athlètes. Donc en junior, je m'entraînais que 4 à 5 fois par semaine. Et j'avais réussi donc à faire une première petite sélection sur 3000 mètres en junior. Ensuite, j'ai essayé de m'entraîner beaucoup plus. J'ai eu quelques déceptions avec le monde de l'athlétisme par rapport à un entraîneur national. Et je me suis orienté doucement vers le duathlon et le triathlon. Et c'est là que j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Et au moment où j'ai mis un terme à ma carrière professionnelle, je me suis retourné vers l'athlétisme. Et je suis retourné après mes premiers amours, le cross, où je me suis éclaté, comme a dit Laurence. Sur ça, d'ailleurs, c'était avec un peu de tristesse que je n'ai pas pu me présenter au Muro parce que je m'étais blessé au tendon d'Achille. Voilà. Et en plus d'être athlète, maintenant, depuis 1 an et demi, je suis entraîneur d'un athlète de haut niveau, en l'occurrence Félix Bourg, et depuis quelques mois, Maxime Perrino. Voilà, qui court très vite sur 5000 mètres aussi, qui court 13,58 sur 5000. Voilà, voilà. Ok. Alors, parcours professionnel, triathlon. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je pense que tu peux dérouler et puis les questions viendront au fur et à mesure. Ok, Oui. ça marche. Sur mes… Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Laurence, tu m'avais mieux coaché quand on n'était que tous les deux. Oui, donc en fait, globalement, voilà, ta motivation dans la pratique, elle est de longue durée. C'est-à-dire que voilà, on voit que tu as depuis des années, tu es toujours aussi motivé, on va dire. On le voit même sur la photo, hein, parce que tu t'éclates à courir avec des athlètes seniors là en l'occurrence. Et voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est aussi la longévité. Et voilà, qu'est-ce qui te motivait en fait à pratiquer de cette manière, avec, je dirais, peut-être encore la motivation pas d'un cadet, mais en tout cas de quelqu'un qui a encore envie de progresser. Et oui, donc cette motivation, franchement, je la dois aux premiers entraîneurs que j'ai eus quand j'ai débuté l'athlétisme, mais aussi après quand j'ai été professionnel. Ils ont su m'inculquer les valeurs de ce sport, quoi, et ne pas me dégoûter aussi de ce sport. Donc, que ce soit au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé la piste et les crosses, voilà, je suis tombé sur des coachs qui voulaient former l'athlète, lui faire comprendre ce qu'il faisait, lui faire comprendre où étaient ses marges de progression, lui faire comprendre aussi comment construire un calendrier, comment prévoir ses saisons, savoir se reposer. Et tout ça, ça m'a permis aussi d'entretenir la flamme, de créer aussi des vraies constructions de saison avec des objectifs, quoi. Comme souvent on voit des athlètes qui courent tout et n'importe quoi toute l'année et en fait ils n'optimisent rien du tout. Moi, c'est vrai que je suis tombé sur des gens qui ont su avoir un objectif numéro 1, des phases de préparation et des phases de repos. Alors, je pense à Jean-Pierre Létard, ou alors même des entraîneurs étrangers qui m'ont coaché quand j'étais en Australie pour le triathlon et le duathlon. Voilà, j'ai appris plein de choses et bien sûr à tous ceux du Krebs de Boulouris où on formait maintes et maintes triathlètes de haut niveau, mais qui ont su m'apprendre à être ambitieux, mais aussi à savoir se reposer. Enfin bref, construire une vie autour du sport de haut niveau, quoi. Et c'est ce que je pense qui m'a permis de continuer et de garder cette flamme. Et en fait, j'ai aimé la vie de sportif, quoi. Donc, j'aime cette vie-là. Ce n'est pas des sacrifices pour moi d'aller courir tous les jours ou de faire un peu attention à ce que je mange ou de faire attention à mon sommeil. Voilà, donc c'est… Alors moi, j'ai une question quand même à te poser qui était dans l'introduction, mais en même temps, tu travailles, donc tu as un vrai travail depuis quand même un certain nombre d'années, si je ne m'abuse, puisque ton restaurant est depuis… ça fait 14 ans. Je courais encore, donc du coup… je me souviens quand tu l'avais inauguré.
Comment tu gères un peu voilà, ces triples casquettes en fait? Ouais. En fait, cette casquette, donc je l'ai eue pour la première fois. J'ai ouvert mon restaurant de fin 2008, début 2009. J'étais encore professionnel et en fait, j'avais une grave blessure qui m'avait fait très peur en fait parce que je m'étais rendu compte que la vie de sportif pro, ça tient à rien. Et du coup, je suis allé plus vite dans ma reconversion. En fait. Comment je gère tout ça? En fait, c'est simple. Moi, je pense que quand tu es motivé, il y a certaines choses où tu es capable de t'organiser pour continuer ce que tu aimes, quoi, en l'occurrence la course à pied. Donc, j'essaye de. J'ai pas trop de temps libre, mais ça s'articule avec un lever assez tôt le matin, 7 heures. Je vais ouvrir mon restaurant avec les premiers cafés. Dès que les clients commencent à s'en aller vers 9h30, je laisse les clés à mon barman et je vais courir le matin, je vais m'entraîner, je me douche sur place, je mange avec mon staff à 11h, je travaille jusqu'à 15h, je rentre à la maison, je dors un petit peu, je vais m'entraîner de nouveau et récupérer mes filles à l'école et voilà, la journée est terminée, quoi. Donc, petit à petit, on va dire que j'ai pu m'organiser. Au début, j'étais un peu tout feu, tout flamme, je faisais tout et n'importe quoi. Maintenant, je me suis organisé avec mon staff parce que j'ai réussi à embaucher un peu plus de personnes et c'est vrai que ça m'a permis de retrouver un peu plus le sport de haut niveau, on va dire. Voilà. Juste une question, pour être champion de France de cross, il faut s'entraîner combien de fois par semaine? Moi, je m'entraînais 10 fois par semaine. Là, je vois que le champion de France au Muro, Patrice Le Gall, c'est un gars que je côtoie. Hein, je l'ai toujours connu. Je suis très copain avec son entraîneur, Benoît Nicolas, qui est un ancien champion du monde de duathlon, qui avait été aussi multiple sélectionné en équipe de France de cross-court à l'époque, dans les années 2010, 2006, 2008. Et Patrice s'entraîne comme un cadet, quoi. Enfin, comme un cadet, c'est une expression, mais il s'entraîne énormément. Il a gardé une pratique de haut niveau. Donc, c'est à peu près ça. Pour faire un podium au championnat de France de cross chez les masters, enfin Master 1, quoi, Master 1, Master 2, il faut s'entraîner à peu près 10 fois par semaine. Ou si vous vous entraînez un petit peu moins, être capable d'avoir des séances qualitatives quasiment du niveau des élites, quoi. Et même si je sais que toi, ton parcours te pousse plutôt à travailler, enfin à travailler, ou en parler peut-être en heures d'entraînement, mais en termes de kilométrage, ça voudrait dire quoi? Quand je fais des belles semaines, c'est 140 km par semaine à peu près. Voilà. D'accord, donc ça prouve encore une bonne capacité à encaisser. Ouais, alors moi, c'est vrai que j'ai joué sur mes qualités d'aérobie et de volume que j'avais développées dans le triathlon et le duathlon. Donc, je le joue plutôt sur cette carte-là. C'est vrai que sur la piste, je ne suis pas très impressionnant. Après, il y en a d'autres qui sont capables, encore une fois, si on prend le podium cette fois-ci de Montauban, Najim Abri qui me lâche dans le dernier kilomètre, c'est un gars qui a couru 3 fois 29-30 au 10 km les quelques mois avant la course. Voilà, 29-30 au 10 km, c'est un sacré niveau, quoi. Donc, lui, je sais qu'il avait plus des qualités de vitesse. Il s'entraîne un petit peu moins que moi, mais plus qualitatif, on va dire. Ouais. Ok. Alors, quel enseignement maintenant pour ton entraînement, enfin ce que tu as fait donc à l'époque hein, pour ton entraînement d'aujourd'hui? Est-ce que donc ce que tu m'avais indiqué, hein, c'est que tu ferais un rétro-planning sur une année complète? Ouais, c'est ça. En fait, je me sers beaucoup de, bon, bien sûr, ce que j'ai appris en faisant mes études, ce que j'ai appris en tant qu'athlète, et aussi de tous les entraîneurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit entraîneurs qui m'ont coaché, mais aussi tous les entraîneurs que j'ai pu rencontrer dans des lieux d'entraînement, des lieux de stage. Alors, ça peut être Font-Romeu, ça peut être la Sierra Nevada, ça peut être les crêpes et tout ça. Donc, je m'en suis beaucoup servi. Et on va dire le fait que j'ai continué à m'entraîner malgré les années, jusqu'à maintenant 43 ans, j'ai aussi tenté quelques trucs sur moi. Je me suis servi de moi comme expérience, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on avait fait du bon boulot avec mes entraîneurs précédents,
c'est quand on faisait des planifs. Alors, on ne rentrait pas dans les détails, mais on avait un squelette sur une année, voire 2 ans, où on savait où on allait, quoi. Donc là, par exemple, l'année dernière, l'objectif après mon accident, c'était les championnats de France de cross à Montauban. Et ben, j'ai fait un rétro-planning sur un an, c'est-à-dire que plutôt que de démarrer et de plus trop savoir où j'allais aller, je me suis dit, on va prendre le point de finale et j'aimerais bien revenir en arrière et comprendre et donc articuler mon année, pas en voyant ce que je fais de semaine en semaine, mais plutôt en se disant, je veux être là, donc on va essayer de tout faire pour y aller, quoi. Voilà mon mode de préparation. Alors, j'ai gardé cet état d'esprit malgré mon âge et que le fait que master, ça soit plus une pratique de très haut niveau, mais parce qu'en fait, je trouve on s'épuise moins, on se questionne moins quand on sait déjà où on veut aller. Alors après, on n'y arrive pas, mais le truc, c'est que on part pas dans des courses qui servent à rien, dans des entraînements qui servent à rien. On sait directement le point final, on va dire. Voilà. Donc, tu m'avais parlé quand je t'avais posé la question sur tes points forts. Pour toi, c'est la quantité d'entraînement dans un premier temps. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, le triathlon et le duathlon m'ont fait comprendre relativement jeune que la filière aérobie était très, très, très importante, même dans des sports, même dans des filières où on va plus dans le lactique, on va dire. Et m'a appris aussi que parfois, sans faire de travail hyper spécifique, type 3000, 5000, c'est en faisant beaucoup d'aérobie, j'arrivais à avoir des niveaux de performance hallucinants pour moi. Hein. Attention, hein, c'est pas vaniteux de ma part, mais j'étais arrivé avec des grosses capacités aérobie à faire des choses intéressantes sur des distances largement inférieures. Et ensuite, l'aérobie me permettait de tenir énormément de temps en forme, voire même de ne pas me blesser. Et plus j'avais une capacité à m'entraîner, moins je me blessais, plus j'étais fort et plus mes temps de forme étaient importants. Voilà. Donc, et puis voilà, mes collègues d'entraînement m'ont toujours fait la remarque en me disant que c'était vrai, j'étais capable de m'entraîner et que souvent ça me faisait passer des saisons complètes en bonne forme, quoi. Voilà. Alors, moi, c'est la question voilà, qui est un peu récurrente, mais cette longévité, cette force mentale. Donc, tu m'avais parlé de ton entraîneur, tu nous en as parlé tout à l'heure aussi, les entraîneurs qui t'ont côtoyé. Et puis, donc, le mode de vie que tu as, et puis l'idée de tester les entraînements que tu vas faire. Moi, je pense vraiment que bon, c'est pas la peine de forcer un gamin, c'est pas la peine de forcer un adulte, un adolescent. Souvent, s'il aime ce sport, on n'a pas besoin de le forcer, quoi. Donc, la force mentale, c'est un peu inné. Enfin, pour moi, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai rencontré des collègues d'entraînement ou que j'ai tutoyé d'autres athlètes sur des stages ou au club ou n'importe où, en fait, à partir du moment où on essaye de motiver quelqu'un de façon extérieure, quoi, on s'aperçoit que ça ne sert vraiment pas à grand-chose parce que souvent, l'athlète se décourage tout seul. Enfin, bref. Et alors que les motivés sont toujours motivés, quoi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait le Covid, qu'il n'y ait pas le Covid. Bon, bref, ils ont toujours envie de s'entraîner, ils ont toujours envie d'explorer des nouvelles choses à l'entraînement, ils ont toujours envie de faire d'autres compétitions pour essayer de battre leur record. Donc, moi, je fais partie un peu de ces gens-là, quoi. Mentalement, j'ai l'impression que c'est ma vie, tout ça. Et c'est vrai que quand tu mets tester des types d'entraînement, c'est pour moi une façon aussi de rompre avec la monotonie. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'à force de toujours provoquer le même stress à l'entraînement, avec les mêmes jours, on fait une PPG, les mêmes jours, on fait une BMA, les mêmes jours, on fait un footing long, les mêmes jours, en fait, on ne progresse plus. Et que souvent, en bousculant tout ça, en changeant nos habitudes, en changeant de type d'entraînement, ou
on progresse, et là, c'est fabuleux. Ou alors, ça met le doigt sur quelque chose qu'on ne savait plus faire, quoi. Donc, c'est vrai que mixer les entraînements et changer tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça fait du bien, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'accident que tu as eu l'année dernière? Ça m'a fait rendre compte aussi que j'aimais cette vie et que j'aimais courir. J'ai fait un gros accident cérébral le 6 décembre 2020. J'étais en train de faire un entraînement pour préparer le 10 km de Barcelone. Et j'étais avec mon entraîneur en vélo et mon frère. Et d'un coup, j'ai une douleur à la tête énorme et impossible de comprendre ce qui m'arrivait. Et en fait, je faisais une hémorragie ménagée. Et je suis resté 3 semaines en neurochirurgie dans un centre spécialisé, tout seul dans une chambre pour essayer de trouver les raisons de cet accident. Et en fait, dans mon malheur, j'ai une petite chance, c'est que j'ai eu un truc très, 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 très rare, c'est que c'était un micro-capillaire sur les méninges qui a saigné, mais qui s'est cautérisé tout seul. Et j'ai pas de malformation. J'ai pas de malformation, j'ai pas d'anévrisme, j'ai rien du tout, quoi. Donc, écoute, ouais, c'était un grand moment dans ma vie qui m'a fait aussi encore plus apprécier le fait de partir dans les bois courir et tout ça. C'est un truc de malade. Ouais, ça change un homme, on va dire. Ouais. Et peux-tu partager aussi l'anecdote d'un autre athlète à qui est arrivé la même chose? Oui, en fait, de communiquer aussi. Voilà, il y a très peu de temps, Rachid Chekemani, qui est aussi un ancien international en course à pied, qui avait ce super record en salle sur 3000 et 5000 en extérieur, était en train de courir avec un groupe d'amis, avec Hassan Bassour et toute la clique de Normandie, là. Et en fait, il s'est plaint de douleurs à la tête pendant un fartlek en nature. Et en fait, Hassan Bassour, on était copains, et il lui a dit, mais Rachid, j'ai l'impression que c'est la même douleur que Stéphane. C'est fou cette histoire, peut-être c'est rien, mais il est hors de question que tu restes dans les bois, il faut qu'on appelle les pompiers qui viennent te chercher. Et en fait, il a fait exactement le même accident que moi, avec le même protocole. Et ça, enfin, mon expérience a pu lui servir, et ça, j'étais heureux pour lui, parce que du coup, il n'a pas souffert trop longtemps, il a pu être pris en charge tout de suite, et voilà, quoi. Comme quoi, des fois, les réseaux, ça a du bon, parce que j'avais communiqué sur cet accident, comme quoi on est à l'abri de rien, et que ces douleurs-là, il ne faut pas les prendre à la légère, quoi. Voilà. Merci de ce témoignage. Et donc, on va enchaîner sur ton expérience d'entraîneur maintenant. Si tu peux nous présenter un petit peu Félix et voilà. Les liens qui te lient avec lui. Oui, exactement. En fait, j'ai toujours entraîné un petit peu de monde au club pour donner un coup de main. Alors, des athlètes régionaux, départementaux, que du loisir. Et puis, un jour, je m'entraînais à la base nature, à la Fréjus. Et j'avais un mec tout blanc, tout maigre devant moi en footing, et j'arrivais pas à le rattraper. Je me disais, mais c'est qui ce type qui court à 18 à l'heure en footing? Moi, je n'arrive même pas à le reprendre. Et puis finalement, en coupant à travers champ, je me retrouve à le croiser. Et je le reconnais, je vois que c'est Félix Bourg, quoi. Donc, on se salue, il fait demi-tour. Je me dis, tiens, déjà, c'est marrant, un athlète de ce niveau qui fait demi-tour et qui vient me parler, c'est drôle. Puis, on a sympathisé pendant quasiment 3 ans. On s'est côtoyés en tant qu'amis. On est partis en stage ensemble. Il est venu en vacances à la maison à Fréjus. Bon, ouais. On a continué à se côtoyer. Et puis, il faisait que se blesser. Il n'était pas dans un bon mood, comme on dit. Et à force, Félix m'a demandé de l'entraîner. Alors, c'est vrai qu'avec les références qu'il avait, je me suis dit, quelque part, on sort pas. C'est pas beaucoup. Je ne sais pas si je serais capable de l'entraîner. Et puis, on a beaucoup discuté. Et il ne m'a pas mis de pression du tout. Et on a attaqué le travail en commun l'année dernière, au mois de mars, quoi. Ça fait 1 an pile. Voilà. Et donc, Félix, quand je l'ai récupéré, il avait un record en 28-30 sur 10 000 et il avait un record à 1,4 sur semi-marathon. Donc là,
il a descendu ses records avec moi. Maintenant, c'est 27,51 sur 10 000 mètres, 1h01, 32 au semi à Valencia. J'avoue que ces records, il les a battus. Je suis très content qu'il les ait battus avec moi, mais on va dire que ce n'est pas avec quelques mois de travail avec Stéphane ou un autre entraîneur que j'ai véritablement changé Félix. Je pense que je lui ai plutôt mis le doigt sur les parties de l'entraînement qu'il avait complètement zappées. Donc, on travaille comme ça, on va dire. C'est un gamin qui est très concerné par ce qu'il fait, parce qu'il faisait n'importe quoi en cadet junior, mais il y a eu vraiment un déclic. Et il est professionnel jusqu'au bout des ongles. Donc, voilà, c'est une relation basée sur énormément de communication. La chance, c'est que j'ai encore le niveau suffisant pour le suivre sur certaines sorties vélo et footing, on va dire, parce que les travails après d'allure, j'ai plus du tout ma place. Mais bon, voilà, c'est un super projet et c'est une super vie, une super reconversion aussi pour moi, parce que ce gamin me fait vivre des adrénalines que je ne vivrai plus, je pense, en course à pied, sur mon expérience personnelle, on va dire. Et c'est vrai que grâce à ces performances, je m'éclate, quoi. Voilà la petite aventure qui commence avec Félix. Ouais. Alors du coup, peut-être si tu peux peut-être commencer à parler de ses points forts, les points qu'il doit améliorer. Ouais. Tu l'as un peu abordé, mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus précisément Voilà, alors Félix, quand je l'ai récupéré, il était capable d'aller ou à fond ou tranquille. Il n'y avait pas de sous-allure, c'est-à-dire où je le voyais faire des séances sur la piste, à finir à l'agonie, à 2 doigts de vomir avec des récup énormes. Et, voilà, une méthode très, très miler, on va dire. Les footings, c'était si je suis bien, c'est à fond. Et quand je ne suis pas bien, c'est très tranquille. Et en fait, tout ce qui est entre le 12 à l'heure et le 22 km/h, tout ça, ça n'existe pas. Et c'est vrai que j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il avait des points forts, il avait des points faibles, mais que, comme en cuisine, hein, pour faire une bonne mayonnaise, il faut tous les ingrédients. Et on a commencé à bosser là-dessus. Donc, on a essayé de développer, en fait, je pense, un point qui était très, très fort chez lui et qui était complètement occulté, c'est sa capacité à seuiller. Comme j'expliquais, comme on discutait, Laurence, ensemble la semaine dernière, c'est un gamin qui, proche de sa VMA, est capable de tenir des minutes, voire même 1 heure. Ça, il n'en était pas du tout conscient. Donc, j'ai réussi à lui faire mettre le doigt là-dessus. D'ailleurs, sa performance au semi-marathon d'1h01 l'a bien mis en évidence. Et ces points améliorés, ça sera évidemment sa capacité à s'entraîner, parce qu'il n'est pas encore dans une dynamique de gros entraînements. Il ne prend pas trop de risques, on va dire, à l'entraînement. On a gardé un jour de repos complet par semaine. On a gardé de nombreux jours dans la semaine où il ne fait qu'un seul jour d'entraînement. Il a besoin de phase aussi de micro-coupures dans l'année, régulières. Comme par exemple là, après les Mureaux, il a pris 5 jours de récupération complète. Donc, sur ça, on va essayer de progresser sur sa capacité à s'entraîner. Alors, on va utiliser le vélo, on en reviendra plus tard sur ça, mais pour ne pas se blesser, parce que c'est un gamin qui se blessait énormément, on va essayer de combiner énormément l'entraînement croisé. Voilà. Je suis allée un peu vite. Alors, voilà les objectifs que vous avez définis entre vous. Ouais, voilà. En fait, tout de suite, même quand je n'étais pas encore son entraîneur, je disais, Félix, il faut vraiment que tu te cibles des objectifs à moyen terme, vraiment, voire à long terme. Parce que là, dans une dynamique de la semaine, du mois, tu arriveras à rien, que ce soit avec n'importe quel entraîneur. Ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais entraîneur, c'est que même toi, mentalement, tu ne vas pas te construire, quoi. Si ton objectif, c'est d'être fort dans 15 jours ou dans un mois, tu n'arriveras à rien.
tu vas essayer d'avoir des micro-pics de forme assez répétés dans l'année, mais en fait, tu ne vas pas te concentrer sur une grosse progression et sur du long terme. Donc voilà, là maintenant, je suis son entraîneur et on a choisi un objectif assez conséquent, c'est les Jeux sur marathon. Alors certains nous demandent pourquoi pas continuer le 10 000 alors qu'il est à peine 20 secondes ou 17 secondes des minima au jeu sur 10 000. Mais on n'est pas dans… Je pense que s'il arrive à faire les minima sur 10 000 mètres, ce sera vraiment en optimisant tout. Et pourquoi faire ça va être compliqué pour Félix de jouer qu'un seul 10 000 mètres, alors qu'à travers le marathon, il pourra aussi gagner sa vie et peut-être se qualifier au jeu aussi. Donc, l'objectif à moyen terme, c'est les Jeux. Comme je disais, il a une grosse capacité à seuiller. De là à tenir un marathon, ça, j'en sais rien, lui non plus. Et on va là, dans la saison qui arrive, après les championnats d'Europe sur 10 000 mètres, attaquer doucement une petite mutation pour aller sur marathon. Déjà un premier essai sur marathon à Valencia en décembre 2022. Voilà, on va se servir de ce premier marathon. Pour moi, le marathon de Valencia, ça sera pas le plus dur. Ça sera les semaines de préparation pour aller jusqu'au marathon de Valencia. Parce que Félix, comme tous les athlètes qui vont très vite, c'est un athlète qui aime avoir des sensations, qui aime que ça réponde à l'entraînement, qui aime avoir un calendrier avec certaines courses au programme qui mènent jusqu'à l'objectif. Et là, j'avoue que je redoute un petit peu la période de boulot qui va mener de fin août, septembre, octobre, novembre jusqu'au marathon. Il va falloir meubler, trouver des clés pour qu'il continue à s'éclater, à s'entraîner et qu'il ne se lasse pas d'une prépa marathon aussi, quoi. Voilà. Alors, objectif, choisir l'organisation de la programmation. Donc, ouais, l'objectif, comme je disais, par rapport à ces athlètes-là, il adore avoir une sensation d'aisance à l'allure. Alors, ça passe par maintenir sa vitesse sur 10 000 mètres. Et, c'est un vrai pistard à la base. Hein. C'est un gamin qui a eu des très bonnes performances sur la piste. Donc, quand il commence à se sentir bridé à une vitesse, c'est vrai que ça crée des frustrations. Donc, on va partir sur cet objectif-là, de garder quand même une bonne vitesse sur 10 000 mètres pour que les allures de son futur marathon lui semblent vraiment, au niveau gestuel et neuromusculaire, très, très facile. Par exemple, je suis copain avec un gars comme Nico Navarro, c'est complètement l'opposé en termes d'athlète et de qualité. Donc, sur Félix, on ne pourra pas travailler du tout comme un mec comme Nico, qu'on va être obligé de garder sa capacité à aller vite. Pour essayer de pallier à ces blessures, on va augmenter donc sa charge d'entraînement avec du vélo. Ça avait très bien marché pour préparer la saison 2021-2022. On était parti en stage au mois d'août entre Sestrières et Montgenèvre et on a fait énormément de vélo. Il se demandait ce qu'il foutait sur le vélo. Et au bout de 3 semaines en altitude, il est arrivé à Langueux au championnat de France de 10 km sans aucune préparation spécifique. Il arrive à faire 2e. Et tout de suite après la course, il m'appelle et il me dit, tu vois, j'avais de la force dans les jambes, tout ça. Donc, c'est un gamin qui comprend ce qu'il fait, qui ressent beaucoup les choses. Et j'espère que le vélo va lui permettre de se diriger vers son premier marathon en évitant toutes ces blessures. Ouais. Alors, il y avait une question de Martial sur ce que tu privilégies à l'entraînement. Est-ce que c'est plutôt de la quantité ou plutôt la qualité? Et donc, est-ce que tu fais une quantité de qualité dans le sens où j'imagine
Par rapport à l'allure de course, est-ce que tu fais beaucoup de volume à des allures qui vont s'en rapprocher au fil de la saison ou tu fixes tout de suite la bonne allure et tu vas augmenter la quantité de cette allure qualitative? C'est une bonne question. C'est la raison pour laquelle je pense que j'aurais du mal à entraîner beaucoup d'athlètes. C'est que j'essaye d'hyper individualiser ce que fait l'athlète et où il veut aller. En l'occurrence, avec Félix ou avec Maxime, je fais pareil. J'essaye de vraiment trouver, comme je te disais la dernière fois, de me faire matcher énormément de données pour trouver la bonne allure, c'est-à-dire les fréquences cardiaques, le ressenti, le chrono et la phase d'entraînement dans laquelle il se trouve. Sur un gars comme Félix, la quantité, on ne peut pas encore en faire. Par contre, j'arrive sur certaines séances cibles à lui en faire faire pour lui faire comprendre que ce n'est pas forcément en allant plus vite qu'on court plus vite à l'entraînement qu'on va faire une performance de haut niveau encore mieux que ce que tu avais fait il y a 3 ou 4 mois. J'essaye de m'expliquer. Par exemple, c'est sur une séance type de 10 fois 1000, ce n'est pas parce qu'on tourne les 1000 plus vite que l'entraînement précédent qu'on va être plus fort. Mais parfois, c'est en augmentant ou le nombre de millimètres, ou en passant les récup, ou en activant la récup, ou en plaçant cette séance de 1000 dans une phase d'entraînement difficile, qu'il va passer des caps sur les prochaines compétitions. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément une règle de base sur tiens, je fais tant de qualité, tant de quantité, 80% d'aérobie pour 20% d'anaérobie. Je ne travaille pas trop comme ça. Non. Je fais plutôt en fonction de l'athlète et de ce qu'il a besoin. Et comme je reviens donc sur l'exemple, puisqu'on est sur l'exemple de Félix, c'est vrai que Félix travaille énormément les sous-allures parce qu'il en a besoin. Toutes ces allures 14, 15 à l'heure qu'il avait l'impression qu'il lui servait à rien. Il en fait énormément. Et on a un petit peu allégé tout ce qui était autour de 18, 19, 20 à l'heure parce que ça, il en faisait en pagaille. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la variété à partir du moment où on a un athlète qui s'entraîne pas énormément. oui. C'est aussi ce paramètre de variété qui fait que du coup, tu stimules les processus d'adaptation et le balayage des allures. Ouais. Donc Là, comme je te disais, par exemple, quand Félix part faire un footing en septembre 2021, il fait un footing à 15 km/h, il est à 137 pulses. Et qu'en janvier 2022, il fait un footing à 15 km/h et il est à 128 pulses, je lui dis, tu as progressé. Alors, il se marre. Mais pour moi, il a progressé. On a descendu ses fréquences cardiaques. Il y a forcément une économie une économie cardiaque, une économie gestuelle. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas perdre ses fréquences hautes. Hein. Je suis bien conscient que si on faisait que du 15 à l'heure, Félix Bourg, dans 6 mois, il n'avance plus, ou dans un an, c'est fini, quoi. Mais sur ça, c'est hyper intéressant. Les sous-allures font partie de l'entraînement, et j'en suis persuadé, quoi. Que ce soit en vélo, en course à pied, en natation, en triathlon, voilà, c'est hyper important. Ouais. Certains entraîneurs diront que en fait, en faisant ces entraînements à allure basse, tu stimules la production ou en tout cas la construction des mitochondries dans le muscle. Ouais, oui, Les mitochondries étant les usines pour l'utilisation de l'oxygène et pour produire de l'énergie avec de l'oxygène, plus tu as de mitochondries, mieux tu vas être sur ces efforts-là, quoi. Et oui, voilà. Donc là, bon, sans rentrer tout simplement en lui faisant regarder que ses fréquences baissent à une même allure. Bon, bien sûr, il est plus entraîné qu'en septembre, mais il a compris tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on aille plus loin dans l'entraînement, est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu des objectifs périphériques qui sont aussi la problématique du haut niveau? Ouais. Donc, cet athlète, il a pris une décision il y a quelques années pour être le meilleur. Il s'est rendu compte qu'en travaillant, il était face à une impasse pour lui. Donc, il a fait un choix qui est respectable. Il a décidé d'être professionnel. Mais du coup,
moi, en tant qu'entraîneur, je suis obligé de gérer des choses inhérentes à la vie d'un sportif professionnel. En l'occurrence, ses obligations club, sponsor, tout ce qui va générer du chiffre d'affaires pour la société Félix-Bourg. Donc, et forcément, on est obligé de l'inclure dans sa préparation en étant concret. Par exemple, juste après Valencia et juste avant Montauban, donc le championnat de France de cross, donc juste après le semi-marathon de Valencia et le championnat de France de cross, il y avait une petite fenêtre où on avait 3-4 semaines pour bosser. Et en fait, il y avait Marseille-Cassis. Et ben, Marseille-Cassis, c'est une course, tout le monde la connaît, hein, horrible musculairement avec ses 10 km de descente, même si les nouvelles chaussures aident à la récupération musculaire. Mais bon, les 10 km de descente sont là. Et avec un plateau 100% français. Et du coup, Félix a été recruté par les organisateurs, lui ont proposé une belle grille de prix. Il a été obligé d'aller là-bas pour raisons financières, et je le conçois. Hein. Donc ça, c'est des choses que je suis obligé de gérer avec lui. Donc, ses sponsors aussi, là, ça sera en avril un 5 km organisé par ASICS, même si ça sera une phase de travail où il sera en stage, en avril, on sera obligé d'aller faire cette course. Et puis après, tout simplement, pour qu'il puisse payer son loyer, manger, il y a quelques courses qui arrivent au calendrier où il y va sans être prêt, mais il y va pour gagner sa vie, quoi. Donc, c'est aussi ça à gérer pour lui. Ouais. Et pour moi. Donc après, tu avais mis les contrats. Par rapport aux modalités de sélection, effectivement. Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai bien connu ça dans ma pratique quand j'étais athlète de haut niveau. C'est bien beau d'avoir des gros objectifs, des jeux et tout ça, mais il faut se qualifier, il faut jouer le jeu de la fédération, il faut être toujours placé au bon moment. Donc ça en fait partie. Là, énormément de Français se lancent au marathon. Je veux dire, ils le suivent, hein, ils voient. Les Français réussissent. Ce qu'ils ont fait au marathon de Madrid, le retour d'un Salim Chaidi, mais ça, on le savait, qu'il avait préparé son affaire et qu'avec le talent qu'il a, s'il ne se blessait pas et s'il pouvait s'entraîner, ben voilà, 2h08. Nico Navarro, c'est pareil. De nouveaux qui arrivent avec du Camperia et tout ça. Donc, pour Félix, ça ne sera pas juste faire un marathon et se qualifier au jeu. Maintenant, être français, c'est faire un marathon, c'est faire les minima, mais c'est faire aussi une très belle performance pour arriver à se qualifier. Donc ça en fera partie des contraintes. On va être obligé de jouer avec ce stress-là aussi en préparation, à savoir les coureurs qui auront réussi les minima et où courir, quand courir pour arriver à être retenu pour les Jeux, quoi. Voilà. Alors, une fois que ce premier marathon, donc en décembre, sera réalisé, donc on parle du marathon de 2022, donc on avait évoqué la discussion que vous allez avoir après cette première expérience et un petit peu ce que tu m'avais dit. Oui. Je pense que, bon, comme tous les entraîneurs qui sont présents dans le webinaire, hein, on est tous passionnés, on a tous énormément d'expérience. La vérité, comme disait un de mes meilleurs amis qui est décédé beaucoup trop tôt, Laurent Vidal, qui avait fait 5e des Jeux à Londres, la vérité, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est le marathon de Valencia. Donc, les entraînements, tout ça, toutes les données, tous les ressentis, tous les chiffres, tout ça, c'est du pipeau. Hein. On fait une boule de papier, on jette tout à la poubelle et on attend le chrono à l'arrivée du marathon. Donc, j'attends avec impatience ce marathon parce qu'à partir de là, on va pouvoir aussi s'orienter pour la suite. Savoir exactement ce qu'il a ressenti, s'il a trouvé que 42 bornes, c'est très long, s'il a trouvé que 42 bornes, c'est lent, s'il a trouvé que c'est trop rapide, s'il a eu soif, s'il a eu faim, est-ce que finalement cette distance, elle lui plaît? Est-ce qu'il a envie de repartir là-dedans? Donc,
Je l'attends au tournant, comme moi, je me suis attendu au tournant quand j'étais athlète, quand j'ai fait du longue distance ou du court distance. Une préparation, des envies, des motivations, c'est bien, mais la vérité, c'est le dimanche. Voilà, donc moi, je vais tout faire pour lui apporter le maximum d'indices, lui donner le maximum de clés pour réussir son marathon, mais j'ai hâte d'être après vers midi, quoi, et de pouvoir commencer à discuter avec lui à chaud, à froid, l'après-midi après la course, une semaine après la course, un mois après la course, tout ça, ça sera important donc, de discuter et de voir ce qu'il veut réellement faire, quoi, et comment son corps va réagir. En petit 2, tu m'avais mis les ravitaillements, c'est ça? Oui. Alors, juste avant que tu partes là-dessus, Ouais. je voulais savoir combien de marathons tu avais fait, toi? Alors, moi, j'en ai fait 5 et j'ai fait pas grand-chose de bien. Non, mais c'est peut-être plus par rapport au. C'est pas tellement le résultat, mais en Ouais. termes de connaissance de la discipline. Ouais, voilà, mais c'est justement pour ça que je veux dire ça. J'ai fait pas grand-chose de bien parce qu'en fait, on va dire que le premier, je l'ai fait dans l'humilité, en faisant beaucoup de vélo et j'ai vécu un très bon marathon sur Miscane. Après, un deuxième marathon à Berlin, pareil, un peu sur la défensive et tout ça, et je m'éclate aussi à Berlin. Et après, tout ce que j'ai voulu faire en prenant beaucoup de risques, en faisant beaucoup de choses, j'ai pris que des casquettes. Et je pense que ces 3 marathons-là m'ont énormément servi aussi, plus que les 2 premiers. Ouais. Donc, que ce soit sur la quantité d'entraînement, les séjours en altitude. Mais bon, moi, j'étais plus professionnel à cette époque-là et j'avais mes deux filles qui étaient bébés. Le restaurant avec des crédits ras la tête. Enfin bref, j'avais un gros bâtiment que j'essayais de financer en même temps. Donc, j'avoue que ce n'était pas l'idéal pour un marathon. Mais voilà. Il y a sûrement, il y a sûrement des choses qui seront plus faciles pour toi à appréhender, enfin, en tout cas pour conseiller, notamment voilà, Ouais, ravitaillement, équipement. c'est ça. C'est ça. Alors, c'est, je trouve que le monde de l'athlé autour des ravitaillements, par exemple, est assez préhistorique, on va dire. Je trouve que les trailers ont amené énormément là-dessus, avec les épreuves très longues d'ultra trail, voire moins, hein, les épreuves déjà de 50-60 bornes en trail. Et les triathlètes ont amené aussi énormément dans la connaissance sur le ravitaillement. Et j'avoue que quand je les côtoie, parce que la fédération a eu la gentillesse de nous inviter sur un stage à Saint-Jean-de-Mont dernièrement, et quand je côtoie les marathoniens de haut niveau français, je m'aperçois que le ravitaillement n'est pas forcément pris en compte à ses justes valeurs. Et ça peut détruire un marathon, quoi. Donc, j'aimerais que Félix bosse là-dessus. Alors, il a un nutritionniste qui court aussi très bien. J'espère qu'il va le conseiller, mais j'aimerais aussi que lui soit un peu, on va dire, soit fasse du concret, c'est-à-dire teste énormément ses ravitaux et qu'il n'y ait pas de surprise le jour J, quoi. Et qu'il s'habitue à tout ça, parce que prendre un ravitaillement à 19,5 à l'heure, pour lui, je pense que ça va être aux alentours de ça, entre 19,2, 19,3. C'est quand même pas simple, quoi. Déglutir un gel, boire, tout ça, ça va être. Il y a quelque chose à voir comment il réagit au niveau de l'estomac aussi, qu'il n'ait pas pris de vomissement, qu'il n'y ait pas de tout ça. Donc ça va être un truc à bosser, vraiment, vraiment, vraiment. Et pour ceux qui sont derrière leur écran, là, à partir de quelle distance tu préconises ou quelle durée? Parce qu'une même distance peut être parcourue vite ou enfin plus ou moins vite Ouais, selon le niveau des athlètes, mais ouais. à partir de voilà de quelle durée tu conseilles de prendre des ravitaillements solides, on va dire, enfin solides, qui soient autre chose que de l'eau. Ouais, alors là aussi, je ne veux pas être ni oui ni non, mais en fait, on s'aperçoit qu'on a tous des besoins énergétiques complètement différents, quoi. Tu peux refaire 4 heures de vélo avec 11 degrés ou 4 heures de vélo avec 24 degrés.
avec 3 copains différents. Il y en a un qui a besoin de manger comme un cochon sur son vélo pour se sentir bien. Il y en a un avec une demi-banane, il tient 4 heures. Voilà, mais le marathon, ça va être aussi ça. Et j'avoue que moi, sur, par exemple, mon expérience personnelle, je suis du solide sur un effort comme le marathon, j'y arrive pas, quoi. Donc, des gels, voire des gels hyper liquides. J'avais qu'une marque que j'arrivais à prendre. Après, tous les gels trop pâteux, j'y arrivais pas. D'autres sont capables de digérer une banane sur un marathon couru à 19,5 à l'heure, hein, on l'a déjà vu. Donc, franchement, je n'ai pas trop de conseils à donner, si ce n'est que de se tester et tester à l'entraînement pour pas prendre de casquette le jour de la compétition et se dire « Oh putain, je suis en hypoglycémie, qu'est-ce qui m'arrive ?» Voilà. Non, sur ça, je suis incapable de te répondre, Laurence. Si on reprend peut-être Félix sur son semi-marathon, par exemple, est-ce qu'il commence déjà à prendre des gels ou s'il est que sur… Ouais, il a pris un gel au 16e kilomètre. Ouais, il a pris un gel et pas en entier. Voilà. Et sur un 10 km, il prend rien? Rien du tout. D'accord. Ouais. Mais par contre, en séance, il ne supporte pas la chaleur. Donc, c'est vrai, quand il descend à Fréjus, ou l'été, quand on était en altitude ou quoi, il est capable de boire au bidon, même à 20 à l'heure. Je lui donne le bidon, moi je suis en vélo, il boit, il déglutit, il a pas mal au ventre. Voilà, il souffre pas trop de ça, quoi. Voilà. Il souffre plus de blessures que de problèmes gastriques. L'équipement, c'est l'équipement, ce qu'il a au pied. Les chaussures. Écoute, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, voilà, ok, ça marche. Okay. Et puis, du coup, est-ce que le mur, toi, tu l'as vécu sur les marathons que tu as fait? Ouais, je l'ai vécu. Et j'avoue que j'ai voulu le vivre, en fait, le 3e marathon que j'ai voulu faire, comme je voulais, j'avais fait 2h21 sur mon 2e marathon, à l'époque des petites chaussures, hein, qui faisaient mal aux cuisses, on va dire. Et du coup, au 3e marathon, je me suis dit, je vais prendre le maximum de risques, je veux voir où je vais, je veux voir ce que j'ai dans le ventre. Donc, au 20e, tout allait bien, au 25e, tout allait bien, et j'ai accéléré beaucoup trop tôt et j'ai vécu le mur. Ouais. Et même ce jour-là, j'ai cru que, comme beaucoup de marathoniens, j'ai cru que c'était ma montre qui déconnait. Je lapais tous les kilomètres à 3,17, 3,18, 3,16, 3,17, 3,18. Je me suis dit, mais c'est sûr, je vais faire un 2h18, 2h19 au marathon, c'est obligé. C'était à Berlin de nouveau. Et d'un coup, je lape 1 kilo et je vois marquer 3,54. Et je me dis, non, mais il y a une erreur. Il y a une erreur. Et en fait, non, j'étais en train de prendre le mur et ça a fait 3,54, 4,02, 4,03. Et j'ai fait 2h22. Quoi. Donc, je sais ce que c'est. Ouais. Alors, si on revient maintenant sur ce que vous avez vécu, donc on était là sur les perspectives juste avant, mais oui. Maintenant, par rapport au semi, donc quelles sont pour toi les spécificités du semi et puis de l'athlète, hein, donc, ouais. est-ce que quand tu veux préparer un semi, sur quoi tu mets l'accent? Voilà. Alors là, on parle de Félix-Bourg ou on parle de Valentine? Ça peut être en général et puis après de l'athlète, okay. Voilà, en particulier. En fait, si on part sur un athlète de très haut niveau qui va courir 1 heure pile au semi-marathon ou un athlète comme mon épouse qui va courir 1h35 au semi-marathon, on a deux profils deux styles de préparation quand même différents. Moi, c'est vrai que sur un semi-marathon, on va dire qu'on va privilégier bien sûr le seuil, mais j'essaye d'exacerber toujours la préparation foncière pour que déjà les 21 km ne fassent ni mal aux jambes, ni mal à la tête. Alors, mal à la tête, je m'exprime, c'est-à-dire que les 21 km soient une formalité mentalement, que ce ne soit pas un problème d'aller courir 21 km. Et après, mal aux jambes, c'est-à-dire avoir la caisse nécessaire et l'endurance musculaire nécessaire pour pas piocher musculairement sur les 21 km. Une fois qu'on est prêt à ça, je pense qu'on peut coupler les allures
et se rapprocher de l'allure cible, enfin travailler les allures, pardon, et se rapprocher de l'allure cible semi-marathon. Et là, on va être vite fixé. Si on arrive dans des volumes de séance entre 12 et 16 km d'allure cible, si par exemple pour moi c'était 3,06, 3,07 au kilo, pour Félix c'est 2,55, avec des récup courtes, on va être vite fixé, quoi. Un athlète qui part sur 7 fois 2000 mètres, pour moi, donc en 6,14, 6,15, récup 1 minute. Si au bout du troisième, je ne sais plus comment je m'appelle et je suis obligé de faire grossir les récup ou de ralentir sur les 2000, on n'est pas du tout sur la bonne allure semi-marathon. Je pense qu'à une bonne allure semi-marathon, voilà, sur des séances type, on est capable de tenir au moins 14-15 km de volume. Que ce soit, ça c'est pour les athlètes on va dire de haut niveau, voire de très haut niveau pour Félix. Et après, pour les athlètes plus de niveau régional, arriver à des volumes de séance de 14, 15, 16 km quand on prépare semi-marathon. Je parle du dur de la séance, hein, pas la récup comprise. On ne peut pas faire ça. Ça engendre trop de fatigue. Et si l'athlète n'a pas assez de volume pour digérer une séance comme ça, au bout de 3 séances semi-marathon, il prend feu et c'est fini, on ne le voit plus. Donc, on va rester sur 10 bornes, on va dire 10 bornes de travail plutôt, cible sur un athlète régional. Mais sur Félix, on était obligé de monter jusqu'à des très très grosses séances comme un 5 x 3000, mais ça on reviendra dessus plus tard, je pense. Voilà. Ouais, on va dérouler sur justement les semaines. Ouais. Alors, tu nous en as même proposé 5. Ouais. Ouais, mais je dis autant qu'à partager. Voilà, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus les personnes présentes un petit peu. Donc, voilà. Donc là, en fait, quand on attaque, on avait fait tout le mois d'août à Sestrières et Montgenèvre, en altitude, où on avait fait énormément d'aérobie, de préparation physique générale, très peu de spécifiques. On avait fait une séance de spécifiques parce qu'il courait fin août au championnat de France de 10 km à Langueux, donc pour donner un coup de main à son club. Et donc là, on arrive le 6 septembre et il arrive en stage chez moi pour préparer le semi-marathon. Donc chez moi, c'est Fréjus, pour préparer le semi-marathon de Valencia. Il va avoir en copain d'entraînement Sharik Abderrazak, qui aura fait donc qui préparait le marathon de Paris, qui avait eu lieu donc à l'automne, et donc qui a couru 2h12,59 au marathon de Paris. Coureur aussi à Zix comme Félix. Et donc, ils avaient loué un appartement à côté de la maison. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois le nom Zach qui revient c'est le surnom de Sharik Abderrazak. Tu peux remettre en grand, s'il te plaît, Laurence Oui. Merci. Ah ouais, voilà, super. Non, là, c'est déjà passé. Ouais, voilà. Donc, voilà, on est parti sur 5 semaines qui mènent au semi-marathon de Félix. Vous voyez qu'il y a du repos. Il y a du repos, en l'occurrence le lundi, parce qu'il avait voyagé et tout ça. Est-ce que tu veux que je détaille jour par jour? Non, peut-être les séances, peut-être en bleu particulièrement, ce qui est le plus important. Ouais. Alors, il y a des séances pour moi qui étaient très importantes dans la préparation pour le semi-marathon. C'était de gagner un peu en musculaire, on va dire, pour Félix. Donc, on s'aperçoit que le jeudi, je lui propose, avant une séance très dure, une séance de côte. Alors, une séance de côte un peu particulière, puisqu'on va faire des 15, 20, 25 et 30 secondes, 3 fois. Mais la récupération, elle se fait pas en redescendant, mais elle se fait droit dans le pentu. Alors, il faut avoir une région propice à ça. Nous, en l'occurrence, on a la chance que ça soit assez vallonné. Et on peut proposer une séance de côte sans être obligé de redescendre au point initial.
Donc là, je voulais faire une pré-fatigue musculaire pour une première séance clé. Une première séance clé de 1000 mètres, spé semi-marathon. Au début, on était parti sur une allure courue du semi-marathon aux alentours de 56, de 57. Donc ça, c'est le vendredi. Finalement, ça s'est avéré que il a couru plus vite que de 56, de 57 sur son semi-marathon de Valencia, mais bon, on était parti là-dessus. Quand je mets changement pour shoes, ça veut dire qu'il met ses chaussures qu'il utilisera le jour du semi-marathon, en l'occurrence les ASICS avec plaque carbone et la mousse hyperactive qui renvoie énormément les appuis. On voit aussi que la récup est très pincée, récup 35-40 secondes. Et ce jour-là, il a même fait des récup de plutôt 32 secondes où il trottinait à 12 à l'heure. Et les 1000, il les a tournés entre de 56, de 58 pour les plus lents et plutôt de 55. Il voulait aller plus vite et donc il n'était pas autorisé à aller plus vite. Si, Daniel, il y a une séance de renfort musculaire. En l'occurrence, pour moi, c'est les côtes. C'est les côtes. Et surtout, il n'en avait pas cette semaine-là parce qu'il venait de faire le championnat de France de 10 km et je ne voulais pas lui péter les jambes plus que ça. Donc, d'habitude, le lundi, il a souvent une séance de renforcement musculaire. Là, il n'y aura eu que les côtes. Voilà. Donc, le vendredi, il n'y a eu qu'un seul entraînement. Le samedi, qu'un seul entraînement aussi. Et le dimanche, sortie longue. Alors là, il s'est mixé avec la séance de Zach qui préparait le marathon de Paris. Voilà, il était content, il n'était pas tout seul. Et dimanche après-midi, récup. On enchaîne donc sur une deuxième semaine avec toujours un bilan le dimanche soir où j'essaie de savoir s'il n'y a pas le moindre bobo et pour attaquer une semaine. Il ne reçoit pas forcément la semaine, il ne la reçoit pas tant qu'on n'a pas fait le point sur son état physique. Donc là, effectivement, on a remis un travail de PPG sur la pelouse le lundi. Donc là, on travaille avec tous les athlètes du club, c'était sympa. Séance de piste le mardi soir. Donc là, pareil, là, c'est une séance où, en soi, je sais très bien qu'il va la réussir et qu'il n'y a pas trop de problème. Je sais que ce n'est pas ça, réussir un semi-marathon, mais ça passe aussi par là, ça passe par maintenir sa VMA et garder des très bonnes sensations de pied, de vitesse. Et pour lui, ça passe par la piste. Il en a besoin et comme beaucoup d'athlètes, on en a besoin. Toujours, on voit qu'on coupe la semaine avec du vélo. Hein. Le mercredi, il fait une longue sortie vélo où de toute façon, il ne tire pas de braquet parce que je lui ai enlevé son gros plateau sur son vélo. Il reste à tourner les jambes, toujours, aux alentours de 80 tours minute sur le petit plateau. Bon, il joue avec les pignons à l'arrière, mais il ne peut pas tirer un gros braquet. Alors, la séance du jeudi, c'est une séance qui n'est pas la mienne, c'est une séance de Yves Brenier, qui est mon coach. Voilà, un ancien athlète de très haut niveau sur 3000 et 5000, que Laurence connaît bien. Et c'est une séance un peu particulière. C'est une séance de côte et de descente où on travaille du concentrique et d'une excentrique dans un petit parc. Et ça casse énormément les jambes. Je l'appelle la up and down. En fait, il va faire un circuit qui fait environ 300 mètres, qui va réaliser 3 fois 6 minutes sur ce circuit de 300 mètres. Il y a une côte de 80-90 mètres assez raide et un faux plat descendant qui mène jusqu'à l'arrivée du départ de cette côte. Et en fait, cette succession de travail va faire un gros travail musculaire en excentrique et concentrique. Toujours pour… Alors, quelle indication d'allure? Le but est que sur la montée, il va être travaillé en étant le plus haut possible
sans objectif de vitesse, en étant très solide au niveau des appuis. Et sur les premières foulées qui suivent la côte, il est capable de rembrayer sur une vitesse sans accuser le coup, quoi. Voilà. Il ne va pas très vite, mais il reste très propre, il reste placé en force. Voilà. Relâchement dans la descente et on repart. Ce n'est pas une séance de physio, il ne faut pas qu'il soit essoufflé. Parce que la séance de travail d'allure et tout ça, elle arrive le lendemain. Donc, on est sur du musculaire, on est sur du placement, Stéphane, ça fait combien de boucles de 300 mètres du coup il va faire à peu près 1 minute sur la boucle, 1 minute 10 sur la boucle, à peu près. D'accord, donc ça fait 5-6 tours, quoi. 5-6 voilà. des descentes. On est à entre 14 et 16 côtes, ça dépend s'il coupe ou pas sur la boucle, s'il coupe les virages, parce qu'il y a des virages un peu raides et quand tu as un peu mal au mollet ou tout ça, on coupe les virages. Alors ensuite, là, c'était une grosse séance spé. Attends, j'ai une question, je ne l'ai pas vue. Atteindre la fréquence cardiaque max en haut de la côte ou pas du tout l'atteindre? Pas du tout l'atteindre parce que la côte, elle fait que 90 mètres. Donc, on n'a pas du tout le temps d'atteindre la fréquence max. Et encore une fois, le but, c'est vraiment, vraiment de ne pas s'essouffler, quoi. Là, c'est un effort musculaire et c'est tout. Voilà. Donc là, on a travaillé sur 20 fois 500. Alors, on a travaillé sur des séquences un peu plus courtes parce que ce jour-là, il y avait énormément de vent à Fréjus et je ne voulais pas qu'il s'épuise. Sur des distances trop importantes. Attends, je bouge ça. On avait pincé les récup encore une fois. Et j'avais essayé de l'aider avec le vélo. Donc là, on a travaillé un petit peu plus vite que l'allure semi sur la première séquence. Et je voulais voir si au niveau de la fréquence cardiaque, ça s'emballait ou pas. Avant de travailler sur des distances plus longues plus tard dans le plan. Et là, on s'est aperçu que sur une 26, la fréquence cardiaque ne bougeait pas, restait toujours sur ses allures cibles du futur semi-marathon. Dans la deuxième série, on avait pris un peu plus de risques, mais on a augmenté les récup. Donc, on est descendu à une 24 et on a augmenté les récup à 55 secondes. Bon, là, il se baladait vraiment, 55 secondes, c'était trop. Avec un day off le samedi et un premier travail au seuil. Alors, sur le premier seuil, alors moi, ce que j'appelle premier seuil, c'est pour Félix aux alentours des 18,5 km/h. On va dire que je ne sais pas comment on pourrait appeler ça pour d'autres personnes. Attendez. Je ne sais pas ce que je fais. Le moment où tu accumules pas de lactate pour l'instant. Ouais, pas de lactate, pas d'essoufflement. Voilà. Là, en l'occurrence, nous, on ne peut pas mesurer, on n'a pas d'appareil pour mesurer ces lactates en temps réel. À force, je commençais à le connaître. On savait les pulses qui correspondaient à ce genre d'exercice. Et aussi, moi, je le connais aussi en tant qu'athlète et je vois exactement quand il commence à s'employer ou pas. Là, sur ce jour-là, on avait travaillé sur des blocs de 20 minutes où il avait fait 4 fois 20 minutes ou 15 minutes à 15 à l'heure, 20 minutes à 15 à l'heure, 20 minutes à 18,5, 20 minutes à 15 à l'heure, 20 minutes à 18,5, 19. Voilà, c'était le genre de travail qu'il avait fait ce jour-là. Est-ce que tu connais sa VMA? Ouais, bon, après, avec un test terrain, on a fait aussi un test à l'effort, justement, début octobre, un test en labo. On était à 22,8 de VMA en labo avec un pourcentage de pente et tout ça. Je ne suis pas persuadé que ça va dire quelque chose. En plus, on était déçus parce que
Je voulais énormément prendre ces lactates et en fait, l'appareil s'est mis à bugger à partir du premier seuil. Du coup, on ne les a pas eus. Donc, effort pour rien. On ne lui a pas dit pendant son effort parce qu'il est allé au bout de lui-même, mais ouais, effort pour rien. Voilà. Tu passes aux 2 semaines après. Ouais, donc là, on est sur le. Ah, quand on a rajouté la VMA courte. Attends, je vais bouger ça. Ouais. Donc là, on a commencé à sa fréquence cardiaque sur semi. Alors, Félix a une énorme amplitude cardiaque. C'est-à-dire, comme je vous disais, il est capable de courir à 15 à l'heure aux alentours des. Bon, maintenant, c'est encore descendu, mais aux alentours des 130 pulses, 128 pulses. Et il va faire un championnat d'Europe de cross en décembre, parce qu'il avait mis sa ceinture. Parce qu'il déteste courir avec la ceinture, mais là, en l'occurrence, il l'avait mise. Il m'avait fait plaisir. Il avait couru un championnat d'Europe de cross à 197 pulses de moyenne. Donc, c'est là est sa force, quoi. À tel point que je lui ai fait racheter une deuxième ceinture parce que j'étais sûr qu'elle buguait. Je l'ai nettoyée, je l'ai lavée, enfin, c'était pareil. Et il a remis une ceinture le jour de la Coupe d'Europe de cross au Portugal, fin janvier, là, avec son club du MUC. Et pareil, il était quasiment à 200 plus de moyenne sur un cross. Et sur un semi-marathon, c'est un mètre. Je ne peux pas répondre parce que monsieur a dit qu'il allait forer son semi-marathon s'il mettait sa ceinture, que ça lui comprimait sa cage thoracique. Donc voilà, je n'ai pas de réponse. J'avais des fréquences cardiaques, mais c'était au poignet. Et ça, bien sûr, ça bug. Et sur certaines séances, allure semi, est-ce que il a déjà testé ou pas? Ouais, non, parce que là, à cette époque-là, il me tenait mordicus que sa fréquence cardiaque au poignet était bonne, alors que c'était faux. Donc, on travaillait que sur les allures, le ressenti et le flair de l'entraîneur, quoi. Voilà. Bon, maintenant, on a évolué. Hein. Ça, c'était en septembre et octobre de l'année dernière. Donc, il s'est passé l'eau a coulé sous les ponts. Il a réfléchi. Comme je disais, c'est un athlète qui, même s'il fait le compte sur les réseaux sociaux, il a pris en compte tout ça et s'est aperçu de plein de choses. Et là, maintenant, on a ces fréquences et ça m'aide quand même beaucoup, quoi. Là, j'ai une question tout à l'heure. C'était quoi? J'ai pas vu. Sa fréquence cardiaque sur un semi. Ouais, ben non, je ne pouvais pas répondre. Ouais, et puis combien de temps? J'imagine au moins 30 minutes. 30 minutes, ouais. Ouais. Donc, oui, 30 minutes. Là, on arrive sur une séance de VMA. On est descendu, donc le mardi, on est descendu un petit peu dans les distances. On a remis de la vitesse. Encore une fois, pour répondre à sa frustration, parce que là, il me disait qu'il sentait qu'il perdait un peu en vitesse. Donc, on a fait une séance pour le rassurer aussi. Moi, je pense que tout ça, c'est important. Il y a la théorie, il y a le plan, il y a aussi le ressenti de l'athlète. Bon, ce n'est pas parce qu'il me demande une séance que je vais lui mettre, mais là, en l'occurrence, ça faisait quelques jours que ça lui trottait dans la tête, qu'il avait besoin de se rassurer un petit peu. Donc là, il a passé une belle séance. Il était à plus de 22 à l'heure sur toute la séance avec des récup courtes. On voit qu'il a fait 7 fois 348, il récupérait 100 mètres en 26 secondes. Je veux dire, il ne sucrait pas les fraises, hein, donc il était rassuré. Et là, on s'est doucement rendu vers des plus grosses séances P, toujours avec une pré-fatigue avec quelques cotes la veille. Et là, on en fait 1000, 6 fois 2000, 1000. Ce jour-là, donc j'étais toujours présent puisqu'il était en stage. On est parti toujours, on avait réévalué son allure semi-marathon, on était parti sur 2,55 et plus de 57, de 56, 2,55 sur son semi-marathon, avec un 1000 de mise en danger sur le premier 1000, avant les 6 fois 2000. Donc 2,48 pour simuler un peu un départ tel qu'il y aura eu à Valencia. Excusez-moi. Alors Vincent, oui, là on essaye de mettre en place
un suivi de ses fréquences cardiaques au repos aussi. Donc, bon, il y a plein d'outils. Je perds mes mots. Le plus connu, c'est le HRV. HRV, que je ne maîtrise pas, que mes collègues du CREPS entraîneurs maîtrisent énormément. Donc, je suis en train d'apprendre avec eux comment l'utiliser. Alors, sur moi, je faisais un truc complètement basique, c'est que je prends mes fréquences cardiaques tout le temps le matin, que ce soit en buvant un café ou avant. Et en fait, la batterie de chiffres fait que sur des mois, des semaines, des années, je me connais. C'est moins scientifique qu'un HRV, mais je sais très bien que le matin, quand je me réveille, je suis à 42 pulsations. Quand je bois mon café, je suis à 51 et voilà. Et quand je suis à 48 ou 51 le matin en me réveillant et je suis à 60 en buvant mon café, je suis fatigué. Et inversement, quand je me rapproche de ma fréquence idéale, je suis en forme. Voilà, je ne suis pas un docteur, je suis juste un entraîneur et j'avoue que les chiffres, quand j'aime bien les faire parler, et c'est pour ça que j'essaye de lui faire mettre sa fréquence cardiaque tous les jours, sa ceinture tous les jours, pour qu'on ait une batterie de chiffres et des points de comparaison. Donc là, le 1000, pour commencer, le 1000 du départ du semi-marathon de Valencia, dans l'occurrence, bon, on est parti sur 2,48. L'athlète essaye de se placer le jour de la course, de trouver le bon groupe, ça court toujours un peu plus vite que l'allure de course. Et après, on était parti sur cette 6 x 2000 en 5,50. Et là, j'avoue que j'ai pas pu le maîtriser parce que il a fait les quatre premiers 2000 en 5,50 et puis les fréquences cardiaques étaient bonnes, voire un peu en dessous de ce qu'on avait prévu. Les fréquences cardiaques. Les ressentis étaient bons parce que là, on n'est pas les fréquences cardiaques. Et il a accéléré doucement, il est descendu à 5,45 les deux derniers 2000. Et le dernier 1000, il avait l'aval pour faire ce qu'il voulait. Donc, il a fait le premier 500 en 1,24 et après, il a accéléré, il a fini le dernier 500 en 1,18. Day off derrière. Voilà, le dimanche, de nouveau, un travail de premier seuil, hein, légèrement en dessous du premier seuil. J'avais mis 17 à l'heure parce que je voulais le calmer, je savais qu'il allait faire 17,5, 18, mais on est resté sur des sous-allures. Et il était toujours frais, toujours en forme, donc on a continué la semaine comme si tout était bien. Ah, t'as mis la VMA? Non, pas dans la bonne case, non? Ah, je me suis trompée. Ouais, non, mais c'est toi, déjà, tu as fait un beau tableau, il est magnifique. Voilà, donc on garde les mêmes semaines, hein, le lundi, toujours un petit truc très cool le matin, l'après-midi, toujours le lundi soir, bonne PPG, du travail de pied. C'est une séance qui dure environ 20-25 minutes de travail de pied et 30-35 minutes de PPG. La séance de VMA, une classique. Là, on est remonté un peu dans les temps de soutien. Et on s'est dirigé, donc, comme je te disais, le jeudi vers un test à l'effort qu'on a fait en Antibes. Il ne nous a pas donné grande indication, hein, hormis les fréquences cardiaques, pour sa tolérance au lactique. Et surtout, j'aurais bien aimé savoir le nombre de millimoles aux divers seuils qu'il aurait pu faire, mais bon, on n'a pas pu les avoir ce jour-là, j'étais un peu déçu. Mais on a continué la prépa. Avec la plus grosse séance avant le semi-marathon de Valencia. Donc là, on était à 3 semaines du semi-marathon et on a fait 4 fois 3000. Là, les temps que j'ai affichés sont les temps théoriques. On devait les faire en progressif. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La récup, il l'a faite, il faisait 500 mètres à 15 à l'heure. Et les 3000, il a commencé 8,50,
8,45, 8,44 et le dernier, il a fait 8,21. Voilà. Et 8,21 sur le dernier, j'avoue que j'étais bluffé. Et c'est là où je lui ai dit, les 1h21, tu les as en magasin, je pense vraiment, parce que la facilité pour faire 8,21 à la fin était déconcertante. Après autant de volume de séance et une récup aussi active, voilà, c'était vraiment, vraiment intéressant parce que faire 500 mètres de récup à 15 à l'heure entre des 3000 courus à ces vitesses-là, franchement, c'est assez impressionnant à voir, quoi. Voilà. Voilà. Et la dernière semaine, avec Isco. Voilà, alors ben là, on revient par exemple sur ce que tu disais, sur ton architecture de plan de webinaire. Ben là, en l'occurrence, il est allé faire un 10 km où il avait une belle grille de prix qu'il attendait avec une prime de départ. Et en fait, cette prime-là lui payait complètement son stage à Fréjus. Donc, et puis moi, je voulais pas le laisser sans course jusqu'au semi-marathon de Valencia. Alors, cette course, c'était un 10 km rapide avec un passage un petit peu dans un parc, avec un petit passage en terre. Il y avait une grosse adversité kenyane et il a pu se mesurer à eux et se mettre vraiment dans le rouge. On avait fait une semaine relativement light pour digérer aussi tout le travail qu'il avait effectué pendant un gros mois à la maison et aussi pour qu'il ait des sensations le jour J et qu'il se fasse plaisir parce que c'est important qu'il ait des bonnes sensations. Voilà. Donc là, on retrouve 2 petites séances, un rappel VMA classique du mardi et le mercredi, un progressif sur des allures autour de son allure semi-marathon. Un 3000 avec un 1000 en dessous de l'allure semi-marathon, un 1000 quasiment à l'allure semi-marathon et un 1000 un petit peu plus vite que son marathon. Voilà, qui ne lui a pas posé de problème. Voilà. Alors, c'est vrai que je t'avais posé la question de ton avis par rapport à l'entraînement. Si j'ai un athlète qui s'entraîne comme le fait. Attends, juste résultat de la course. Il fait 6e, premier français, et il se bagarre avec des mecs qui couraient entre 27,50 et 28,10 sur 10 km route. Donc, il était content de sa course. Point commun entre l'entraînement pour un athlète de haut niveau et un athlète qui a des objectifs régionaux ou internationaux ou nationaux. Mais en fait, c'est la passion parce que tu t'aperçois que tu sois au club avec les athlètes départementaux, régionaux, ou avec Félix, il est passionné, quoi, ou avec moi. Il est passionné par son sport, il est passionné par sa vie. Et ça, c'est vraiment le point commun. Il pense athlète, il mange athlète, il rêve athlétisme. Voilà, les vacances sont calées en fonction de ça aussi. Donc ça, c'est vraiment le point commun. Le point commun aussi, c'est le respect des allures. Je suis désolé. Bon, les temps de course ne sont pas les mêmes, c'est sûr. Pour préparer un marathonien qui court 2,6 ou 2,7 et un marathonien qui court 4 heures, c'est sûr que c'est pas. Il ne faut pas prendre en compte la distance de la même façon, mais il faut respecter ses allures, il faut respecter ses phases de récup et qu'on soit de haut niveau ou de moins bon niveau, on est sur la même chose. Et en termes sur les séances que tu as proposées, oui. Est-ce que le volume des séances, il est particulièrement adapté à Félix ou tu penses que des athlètes d'un niveau moindre peuvent se faire la même quantité? Alors, ouais, ils peuvent. Après, ça dépend de la vie qu'ils mènent. Je veux dire, quelqu'un qui rajoute du quotidien dans des journées de travail de 7h30 à 19h, ça va plus le fatiguer qu'autre chose. Après, comme je pense que un 4x3000 avec autant de prise de risque que ce qu'a pris Félix sur sa séance clé semi-marathon, franchement, elle est inutile sur un athlète régional. On peut faire peut-être le même volume,
ça c'est sûr, mais on prend moins de risques dans la récup. Une récup aussi active comme il a pris, ça a pas de… On s'est mis en danger parce qu'on veut rapprocher son seuil de sa VMA le plus possible. Donc, on cherche des subterfuges pour y arriver. Comme je te disais, dans mon passé d'athlète, j'ai rencontré des entraîneurs qui m'ont fait changer d'idée sur l'entraînement. Et c'est vrai que la récup hyper active et hyper intéressante chez les athlètes de très haut niveau. Je m'explique. Félix, si on prend la séance de… allez, on prend la séance de 4x3000. 4x3000 avec une récup passive où il marche pendant 2 minutes, il est en récupération quasi complète, quoi. Il va être à, je dis une connerie, mais il va être à 177 pulses sur son 180 pulses sur son 3000 du semi-marathon, allure semi-marathon. Il va récupérer 10 minutes en marchant, 2 minutes en marchant. Il va redescendre à 110 pulses, 105 pulses. Le temps qu'il reparte sur son 3000, il va avoir une phase d'accroche. Il va mettre peut-être 1 minute 30, 2 minutes, voire 3 minutes à revenir sur sa pulse cible semi-marathon. Alors que là, en ayant une récup hyper active à 15 à l'heure, d'entrée, quand il va repartir sur son 3000, il va être au bout de 30-40 secondes, il va repulser à la bonne pulse et il va avoir une phase de travail vraiment importante sur 3000 mètres et pas une phase de travail de simplement 1800 mètres ou 1700 mètres au niveau cardiaque. Donc sur ça, je pense qu'un athlète régional, ça peut trop le chambouler. Ou alors y arriver progressivement sur 1 an, 2 ans ou 3 ans en activant les récup, en passant les récup doucement, mais pas d'un coup, ça c'est pas possible. Ouais. Alors, tu m'avais parlé d'une pyramide, je t'ai fait une pyramide. Ah, magnifique. Ah ouais, elle est belle. Voilà, par rapport en fait aux fondations, hein, tu en as parlé longtemps dans ton exposé, hein, donc tout ce qui est aérobie, c'est important pour faire la suite. Ouais, voilà. Je trouve que cette anecdote, il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'utilisent. J'avais eu un prof aussi, quand on s'était côtoyé à l'UMNI à la fac, qui en avait parlé. C'est vrai que pour faire une belle maison, il faut des belles fondations. Pour faire une belle pyramide, il faut une base très large. Et en fait, ça se vérifie souvent. J'ai des copains pro en vélo, des copains en triathlon. C'est la même en natation, c'est la même politique. Si on néglige cette phase de fondation, avec beaucoup d'allure lente et beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de préparation musculaire, si on la néglige, tôt ou tard, on va payer la facture. Et surtout, pour avoir un point de forme le plus haut possible, eh ben, c'est presque mathématique, il faut que la base soit la plus large possible. Donc voilà, pour moi, c'est une image assez simple, mais qui résume bien ma politique pour former un athlète de régional ou de haut niveau. Voilà. Alors ensuite, c'est un petit peu les perspectives avant d'aborder la technologie. Oui. Donc avec le 10 000 mètres, la Coupe d'Europe du 10 000 mètres et les championnats d'Europe après. Voilà. Donc là, nous, on est un peu dans l'expectative. On a repris l'entraînement normal. Faut savoir que Félix a déjà eu dans son passé, quand il était adolescent et jeune adulte, 3 fractures de fatigue. Donc là, il avait une douleur au plateau tibial quand il était en stage chez moi, fin janvier, début février. Là. Il a complètement stoppé l'entraînement course à pied à 3 semaines des championnats de France au bureau. On n'a fait que du vélo et que de l'aquajogging et que du travail de PPG. Et finalement, il arrive à faire 5e au bureau. Les deux examens médicaux, que ce soit la scintigraphie et l'IRM à J+15, n'ont pas trouvé de fracture. Donc, il reprend l'entraînement normal. Donc là, ça serait une semaine type. Ça serait une semaine type qui le mènerait à une performance de haut niveau sur 10 000.
Moi, je pense qu'il peut faire 27-40, 27-42. Donc voilà, le but, ça va être de se rapprocher de ce temps-là en gardant une architecture de semaine un peu identique à ce que vous avez vu pour la préparation semi. Seulement, on rajoute bien sûr du travail spécifique d'e-born. Et là, je suis quasiment sûr qu'on va utiliser encore l'entraînement croisé avec le vélo parce que même si au niveau imagerie médicale et tout ça, il n'y a rien, lui, mentalement, il est un peu dans l'expectative. Il sent encore des petits trucs dans son tibia. Alors, on va essayer de jouer la sécurité. Donc, le lundi et le mercredi, je pense que ça sera du vélo le matin. Et après, se rapprocher des allures 10 000, donc ça va être de 46 pour lui sur la piste. Voilà. Il n'ira pas en altitude, il va rester en plaine. Ah oui, bah du coup, du coup, l'exemple des cas de blessure, bah voilà, bah en tant qu'entraîneur de Félix, un peu moins pour Maxime Perrineau, parce que bon, on n'en a pas parlé parce qu'on avait construit le webinaire autour de Félix, mais c'est vrai qu'autour de Félix, il faut jouer avec les blessures. En l'occurrence, là, le vélo pour pallier aux blessures et surtout de garder un esprit très, très, très positif. Il n'y a pas eu de problème pour lui, mais en fait, de positiver dans les périodes de blessure. Et là, ben, ça nous a permis de travailler énormément la puissance musculaire. On a essayé de ne pas paniquer avant les Mureaux et on a travaillé énormément sa PMA en vélo, quoi. Voilà. Alors, il y avait une question de Noé tout à l'heure, plutôt dans l'intervention, et qui demandait si la vélo, le travail était axé sur la force, la vélocité, la puissance, si tu utilisais un capteur de puissance ou si tu faisais séance au cardio. Voilà, donc. Alors, Félix s'entraîne à Reims actuellement. Il bénéficie d'une infrastructure au Krebs où il y a des watt bikes. Donc là, il y a des capteurs de puissance et des capteurs de fréquence de pédalage. Donc là, tout sur vélo d'appartement, pour parler vulgairement, j'utilise tout ça. Après, sur son vélo pour aller dehors en plein air, c'est un vélo qui est assez vieux, qui n'est pas en super état. Et là, il n'y a pas tous ces outils, donc on ne peut pas travailler comme ça. Mais oui, sinon, j'utilise le wattage et la fréquence cardiaque et la fréquence de pédalage. Ouais. Alors voilà un petit peu ce que tu nous avais donné comme indication, donc en salle et en plein air, donc ça peut vous donner quelques idées. Ouais, alors là en plein air par exemple, c'était au mois d'août, quand on était à Sestrières et Montgenèvre. Comme il était en phase de reprise d'entraînement après sa saison sur 10 000 mètres, pour gagner du temps au niveau aérobie, pour pouvoir faire une grosse charge de travail aérobie, mais sans se blesser, on a fait énormément de vélo. On a profité des cols tout autour de Montgenèvre et de Sestrières pour travailler. Donc, pas très vite, mais on en a fait énormément. Donc là, on travaillait uniquement l'aérobie. Ça nous a permis de gagner un temps fou sans se blesser et sans avoir trop de courbatures. Voilà. Après, en salle, ben, c'est là, par exemple, à Reims, les conditions climatiques sont difficiles. L'hiver, sortir en vélo dans le froid, le vent, la pluie, risquer de glisser. Enfin, c'est pas non plus un cycliste, hein, Félix. Hein, c'est un athlète, c'est un coureur à pied. Du coup, on travaille énormément en salle et on a choisi le watt bike pour travailler sa puissance. Là, par exemple, quand il fait une séance de récupération, il reste entre 120 et 140 watts et il tourne les jambes à 80 tours minute. La durée est faible, comme je disais, parce que c'est ennuyeux. Bon, il écoute la musique, il regarde 3 conneries sur une tablette, mais ça s'arrête là. Et aussi, en plus, parce qu'il suit énormément. Pour sa blessure, sa pseudo-blessure pour les Mureaux, on a fait aussi du travail de PMA
ce qui nous a permis de continuer à travailler ses amplitudes cardiaques et aussi travailler sa force. Le vélo, en général, il est utilisé… Alors, attends, la question… En pré-fatigue en général, on l'utilise en phase de récup, comme vous avez pu le voir pour son plan pour le semi-marathon de Valencia. Mais là, en l'occurrence, pour les Mureaux, on a utilisé le vélo comme outil de travail pour faire même du spécifique, quoi. Mais non, normalement, on l'utilise que pour de la récup. Ouais. De la récup ou de l'aérobie. Donc, l'aérobie, on n'est pas loin de l'allure de récup aussi. Là, tu avais mis en exemple donc, des séances de force à vélo. Avec plaisir. Des séances de force à vélo. Là, c'est une séance qui est faite en nature, bien sûr, enfin en extérieur. On prend une cote qui dure 15 minutes. On met le plus de braquets possible. On reste assis, interdiction de se mettre en danseuse. On plaque bien les reins sur la selle. On tire et on pousse sur les pédales. On accentue les deux. On ne fait pas que pousser. Donc, on travaille en tirant avec les ischios et on travaille les quadris en poussant. Tourner les jambes de façon très faible. On va être à 30 tours minutes maximum. 35. Là, on est sur de l'endurance de force. On se pose bien sur le vélo et on tire bien sur le guidon. Pour récupérer musculairement à ça, la descente s'effectue en bien tournant les jambes. Même si ça descend, on continue à tourner les jambes sur le vélo pour dégorger musculairement. Allez, vulgairement. Et ensuite, une autre séance, plus de PMA, un classique, 10 fois 2 minutes, où là, on va se mettre vraiment dans le rouge. Un mec comme Félix va énormément se mettre en danseuse parce qu'il va utiliser ses muscles de la course à pied, on va dire. Donc, ça va lui rappeler l'effort de la course à pied. Il va tirer beaucoup plus de braquets, il va aller plus vite en danseuse. Un pur cycliste reste un peu plus assis, mais bon. Voilà. Et ça permet aussi de travailler ses amplitudes cardiaques. Voilà. Alors, ton avis, effectivement, sur notamment les chaussures, mais aussi, on a déjà parlé donc des fréquences cardiaques. Ouais. Donc ça, peut-être un peu moins, éventuellement, ce que tu penses aussi, prise de lactate, voire de la glycémie. C'est vrai que les chaussures, c'est un changement énorme dans le monde de l'athlétisme et de la course sur route, voire maintenant de la piste aussi, avec les pointes nouvelle génération. Moi, je l'ai très bien vécu parce que je viens d'un sport où les innovations technologiques font partie de ce sport. Les triathlètes et duathlètes sont toujours avides de nouveaux matériels en vélo, de nouvelles roues, nouveaux styles, nouveaux protocoles de nutrition. Enfin, ils aiment tout ce qui est nouveau. Et c'est vrai qu'en athlétisme, on en a beaucoup parlé. Tout le monde s'est déchaîné sur les réseaux. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner des pulsations. On s'économise musculairement. Il ne faut pas sortir de Sciences Po pour s'en rendre compte. Moi, j'ai effectué une séance clé avec il y a 2 ans et demi de ça, voire 3 ans, quand elles ont commencé à sortir, ces chaussures. Alors que mon sponsor n'avait pas encore développé ces chaussures-là, mais par curiosité, je me les suis achetées. J'ai fait 8 fois 1000 mètres à la fréquence cardiaque 10 km, qui est pour moi 172 pulsations. Sur la base nature, sur une boucle mesurée à la roulette, je fais toujours mes séances là-bas. Donc moi, quand je suis en forme avec des chaussures classiques, 8 fois 1000 mètres récup 40 secondes, je les tourne aux alentours de 2,56, 2,57. Et avec ces chaussures-là, pour la même pulsation, je tournais en 2,54, 2,55. Donc j'avais gagné grosso modo entre 2 et 3 secondes par 1000 mètres sur ma séance pour la même pulsation. Donc voilà, pas besoin de discuter 3 heures, l'avantage est là. Et en plus, j'avais pas mal aux jambes. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser sur marathon, mais tous ceux qui les ont utilisés sur marathon disent que la détérioration musculaire est vraiment minime. Et c'est ça qui permet de maintenir une vitesse importante sur le marathon.
Donc voilà, il faut vivre avec son temps. Moi, je ne suis pas frustré de ces innovations. Par contre, c'est vrai que pour les records, il y a des records qui ont dégagé, alors que c'est sûr qu'avec ces chaussures à pied, ils seraient allés plus vite, ces athlètes-là. C'est comme ça, on ne peut pas refaire l'histoire. Une question par rapport à l'utilisation, à l'entraînement, en compétition, bien sûr. Donc, mais à l'entraînement, est-ce que tu les systématises ou est-ce que tu penses qu'il faut varier là aussi Oui, alors il y a eu énormément d'études qui ont été faites dans la Fédération française de triathlon. J'ai pu en discuter avec les entraîneurs du Pôle France de Vouloris et puis quelques membres de la Fédé parce que eux, voilà, ça fait partie de leur discipline aussi. Hein, ils s'y sont mis. Et donc, est-ce qu'il faut à l'entraînement courir avec? Un peu, beaucoup, pas du tout. Quel style de blessure arrive à trop courir avec ses chaussures? Quelle pathologie et quelle aussi, est-ce qu'on régresse au niveau de son pied à trop travailler avec ces chaussures-là? Tout ça, c'était hyper intéressant. Nous, du coup, on a pris parti avec les athlètes, les deux que j'entraîne, de mettre ces chaussures-là sur les séances clés. Donc, ça va être une séance tous les 10 jours réalisée avec. Mais je ne fais pas les footings, pas les sous-allures, pas tout ça avec, pas les séances de piste avec. On reste sur des chaussures où les qualités de pied sont encore nécessaires pour courir très vite. Voilà. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a des questions peut-être à ce sujet-là? Oui. Pourquoi ne pas investir pour un Lactate Pro? Ouais, justement, il y avait un mécène dans son club qui voulait lui offrir ça pour travailler. Et puis moi, je voulais aussi avoir une belle formation avec les deux entraîneurs du pôle de Boulris pour pouvoir bien l'utiliser. Donc voilà, c'est dans les tuyaux pour un futur très proche. Ouais. Par rapport, je reviens sur les chaussures, mais par rapport aux blessures, est-ce que tu as remarqué dans ton entourage, ou pas hein, d'ailleurs, des blessures qui sont apparues qui n'existaient pas, ou des douleurs parce qu'on parle effectivement que la récup est mieux, qu'il y a quand même pas mal d'avantages pour pouvoir faire plus de bornes, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi voilà, de mener son pied de manière différente et donc qui puisse traumatiser quelque part. On a observé des blessures, des aponevrosites, des blessures aussi au niveau du maintien parce que en ligne droite, ces chaussures, elles sont top, mais quand il y a des virages, c'est difficile de prendre les virages avec. Il y a la hauteur de semelle aussi qui joue. Il y a aussi des blessures, on va dire, plus psychologiques. Aussi des athlètes qui se retrouvent paumés entre leurs séances réalisées avec les chaussures, sans les chaussures. Qu'est-ce que je dois prendre en compte comme valeur intrinsèque? Est-ce que c'est moi avec des chaussures classiques ou avec les chaussures carbone? Voilà, donc il y a beaucoup de choses. En blessure, on s'est aperçu que beaucoup au niveau aponevrosite et pas mal au niveau aussi psoas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un contretemps différent entre le moment où l'athlète pose le pied et le renvoi de la chaussure est différent que le renvoi de son pied naturel? Est-ce que c'est ça qui joue aussi dans des styles de blessure? Peut-être, peut-être. Je passe à la diapo d'après pour terminer, éventuellement donner lieu à quelques questions derrière. Oui, les incontournables. Oui, on en a discuté au tout début. Moi, je pense que avant de déterminer des choses hyper précises, la base pour durer et progresser à haut niveau, c'est la motivation, la flamme, enfin, ce qui brûle dans le ventre, quoi, ce qui fait que le matin, on se lève et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on a envie de mettre ses chaussures et on a envie d'aller au charbon et on a envie de construire quelque chose d'intéressant.
Ah, je vois une question sur… Ah ouais, je pense. Ah, j'en suis sûr. Mais bon, je pense qu'avec le temps, on va, par rapport au temps… Donc, je lis quand même peut-être la réflexion, si tout le monde n'a pas le Ouais, chat. Vraisemblablement, avec les chaussures, baisse des sollicitations du tendon qui perd dans sa capacité à stocker, restituer de l'énergie. Oups, j'ai perdu. Et donc, nécessité de maintenir des sollicitations à part ou ne pas porter les chaussures qu'à des moments bien spécifiques, ce qui semble être votre option. ouais. Effectivement, on s'aperçoit qu'on perd en proprioception aussi, hein, puisque, comme tu Ah le bah disais, oui. les semelles hautes, on perd le contact avec le sol et du coup, tout ce qui est stabilité de la cheville. Et puis effectivement, si la lame fait le travail du pied, ben, le pied, il subit Carrément. plutôt qu'être acteur et actif. Donc, il faut être Après, par rapport à on ça. s'est aperçu aussi que sur certains athlètes de très haut niveau, eux mettaient ces chaussures-là pour des allures, comment dire. Par exemple, vous voyez un Jimmy Gressier mettre ce genre de chaussures, et ben lui, le temps de renvoi le dérange, quoi. Par exemple, s'il va faire des 500 à une 16 ou une 17 au 500, et ben, le temps de renvoi de la mousse plus la lame le dérange et lui fait perdre son pied, en fait. Donc, il va le mettre dans un souci de maintenir une fraîcheur musculaire. Donc, il va les mettre pour des seuils, des trucs comme ça. Mais alors, dès qu'il va sur la piste ou sur la route pour aller très vite, il ne les met plus parce qu'il trouve qu'il perd presque du temps avec, quoi. Donc, ça, c'est encore un stade au-dessus. Mais voilà. Alors, ensuite, la progressivité, ouais, je trouve que on voit trop de gens qui partent tout feu, tout flamme et qui essayent de faire tout d'un coup. Et souvent, ils se dégoûtent de ce sport en disant ouais, je ne suis pas fait pour l'athlétisme, je ne suis pas fait pour courir, je ne peux pas m'entraîner beaucoup. Mais moi, je pense que c'est aussi un problème de progressivité. Enfin, nous, on le voit beaucoup dans les clubs. Hein. Je ne suis pas que entraîneur de Philippsbourg, je m'entraînais à Fréjus au club avec tout le monde quasiment tous les soirs. De gens qui se découvrent, qui prennent une passion pour l'athlétisme. Ou de gamins qui prennent ça et qui veulent tout de suite s'entraîner tous les jours, beaucoup, et qui, en l'espace de quelques mois ou quelques semaines, se dégoûtent, quoi. Donc, dans la progressivité et essayer d'écouter son corps et de voir qu'on peut augmenter la charge d'entraînement parce qu'on digère mieux l'entraînement et on peut rajouter un entraînement. Et voilà. Ensuite, l'honnêteté, ben voilà, c'est l'honnêteté, ça en découle, hein, c'est l'honnêteté envers soi-même, c'est pour les entraînements, mais aussi pour les compétitions. Un athlète qui s'entraîne, qui a l'habitude de prendre ses chronos, il sait très bien combien il vaut sur une course. Et puis, on entend des choses, que ce soit au stade ou dans les voitures pour aller en compétition. Ah, ben moi, je pensais faire tel temps. Et puis, finalement, les temps à l'arrivée, ce n'est pas du tout ça, quoi. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, et puis on se dégoûte. Je pense que l'honnêteté envers soi-même, c'est aussi se dire ce que je suis réellement capable de faire. Je suis capable de faire 30 minutes au 10 km. Eh ben, je fais 30,06 ou je fais 29,57, je suis à mon niveau, quoi. Et pas annoncer ou s'auto-persuader de valoir 29,10 et d'être déçu à chaque fois qu'on fait 29,50, quoi. C'est aussi être honnête envers soi-même et ce qui va permettre de continuer à s'entraîner et à planifier ses courses et pas être écœuré, quoi. Alors, l'hygiène de vie, bien sûr, pour durer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut un peu respecter son corps et respecter son sommeil, et respecter tout ça. Enfin, ça, c'est des banalités. Et un truc qui me tient à cœur, moi, je trouve, dans ce sport, parce que je suis un gros déconneur, j'aime bien plaisanter, j'aime bien être avec du monde. Et c'est rendre ce sport collectif. Aller avoir plein de potes pour aller courir. Pas tous les entraînements sont faits à des allures bien spécifiques. Rendre ce sport collectif et pouvoir aller faire des footings avec des copains, des copines. Parfois, c'est plus utile d'aller se taper
un bon blabla run avec des copains, même si on est un peu moins vite que prévu, même si ce n'est pas le parcours de prévu, mais ça rend ce sport convivial. Aller au stade pour rencontrer du monde, faire une voiture commune pour aller sur une compétition et se faire une bonne bouffe après la course. Tout ça, ça fait partie des incontournables pour moi pour continuer à faire ce sport et continuer à progresser et durer. Ouais. Voilà. Merci Stéphane. Donc, on arrive bientôt au terme de ce petit webinaire. Ouais. Ce que j'aimerais en tout cas que vous puissiez retenir, c'est les petites choses qui touchent notamment l'entraînement croisé. Souvent, c'est pas encore dans les mœurs d'aller faire du vélo ou d'aller en piscine pour compléter l'entraînement, pour augmenter la quantité ou pour simplement faire des choses différentes. La deuxième chose, c'est qu'il entraîne un athlète qui s'entraîne pas énormément, donc la variété des stimulations, bah, c'est aussi une des choses sur lesquelles vous pouvez, un des paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour faire progresser vos athlètes et surtout garder la motivation, parce que quand on va refaire chaque semaine la même séance ou le même type de séance le mardi et le jeudi, il peut y avoir aussi une saturation. Donc retenez aussi que la variété, c'est ce qui fait le charme, hein, surtout qu'il y a quantité de manières de faire la salade, comme tu l'as dit à un moment donné. Ouais. Et puis du coup, voilà, que tester aussi à votre niveau, hein, mais pouvoir tester certaines choses qu'ensuite vous allez proposer justement dans cette idée de varier, d'innover, voilà, il faut pas s'en priver. Et si vous avez la chance encore de pouvoir courir et entraîner, bah c'est l'occasion voilà, de pouvoir renouveler aussi vos séances en vous inspirant de ce que vous pouvez faire seul ou accompagné d'ailleurs, mais qui est pas forcément, une fois que vous avez compris le principe de la programmation, vous avez compris voilà, comment on jongle avec les durées, les intensités, la récupération, et ben à vous d'être innovant pour aussi faire varier vos séances. Et un dernier point qui me semblait vraiment bien, qui est apparu une ou deux fois, c'est de commencer vite les séances et de les finir vite. Je pense que là aussi, si vous pouvez vraiment dans l'entraînement des jeunes et des moins jeunes, donc avec bien sûr plus de prudence avec les moins jeunes, mais que vos athlètes soient habitués à pas être tout le temps dans une allure monocorde et qu'ils puissent finir vite. Parce qu'on voit que toutes les courses se jouent souvent surtout celles pour la performance, hein, mais elles se jouent quand même aussi à la fin. Donc, il faut être capable de changer d'allure, d'où l'importance du renforcement, d'où l'importance de faire des séances type, comme tu nous as proposé, donc de up and down. Voilà, c'est tous ces éléments-là. En tout cas, j'espère que vous retiendrez et que vous pourrez réinvestir, si vous ne le faites pas déjà, bien sûr, puisqu'il y en a déjà qui sont déjà bien avancés dans l'entraînement. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et puis, on va regarder encore les quelques questions, parce qu'il nous reste 5 minutes. Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous avez besoin. C'est plus simple même maintenant, à partir de maintenant. Si vous avez encore une ou deux questions à poser à Stéphane avant qu'on se quitte. Non? Bon, maintenant, j'espère que vous mettrez un visage sur un nom. Et puis, vous allez sûrement le croiser au détour d'un stade ou au détour l'hiver prochain des crosses. Tu auras quelques supporters en plus. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à Laurence hein, de m'avoir sollicité, ça m'a fait plaisir. Ben, merci à toi. Question sur le footingage. C'est un sacré parcours en tout cas et félicitations. Quoi. Merci. Oui, vas-y, s'il y a des footingages, hein, oui. Alors, oui, on a commencé. Les triathlètes, encore une fois, étaient assez précurseurs dans les années 90. Moi, je les adore. Pourquoi? Parce qu'on est capable, avec un footing à jeun, de rajouter un entraînement dans une journée. En l'occurrence, par exemple,
Nous, pour arriver à faire une journée avec 3 entraînements, c'est vrai que dans le triathlon, se lever le matin, partir courir, c'est fait. On cale un petit déj et après, la journée est encore longue pour plaquer 2 entraînements. L'importance d'un footing à jeun pour développer la lipolyse, moi, je n'y connais pas assez pour le proposer. Mais du coup, lorsque je le pratique pour moi, c'est un gain de temps. Alors, pour ne pas faire de bêtises, je reste à faible allure. Et voilà, mais pourquoi pas, ouais. Quelle séance? Natation, quoi? Je n'ai pas vu. Quelle séance de natation serait bénéfique? Déjà, il faut partir du principe, déjà, il faut savoir, si l'athlète est déjà nageur ou non nageur. Parce que c'est un élément, lorsque tu ne sais pas évoluer dedans, c'est de l'hyperfatigue, de l'hyperventilation, et voilà. Si c'est un nageur, tu peux faire le même travail que sur vélo ou en courant, avec les mêmes séries, le même développement des allures. C'est un super élément pour ça. En plus, non traumatisant comme le vélo. Après, si c'est un non-nageur, franchement, qui n'a pas nagé, qui ne sait pas nager, proposer de l'aquajogging. Parce qu'aller essayer de caler une séance de natation quand on ne sait pas bien respirer, quand les mouvements de bras ne sont pas terribles, quand la flottaison de l'athlète non plus, ce n'est pas terrible, bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Stéphane. Bonne continuation. Ouais, merci à tout le monde. C'était super. Merci. Et merci pour cette richesse de connaissances que tu as partagées. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci. J'en profite pour vous donner le thème du prochain. Donc, ça sera après les vacances d'avril. Ouais. Et par contre, ce sera sur le sprint avec un de mes collègues de l'Île-de-France qui va intervenir sur les tests et leur utilité pour individualiser. Voilà, donc si certains d'entre vous, de toute façon, je vous enverrai la com. Et voilà, vous savez déjà que le thème sera sur le sprint. Et même si on est coureur demi-fond ou plus long, il y a toujours des petites choses à retirer des autres disciplines. Donc, à vous de voir si vous êtes disponible et curieux. Super. Merci. Bon, bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bonsoir tout le monde. À bientôt, à la prochaine. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.